Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on aborde ensemble des sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. C'est une édition un peu spéciale aujourd'hui puisque nous étions hier à la cérémonie du prix littéraire des Deux Magots dans cet établissement historique et mythique de la rive gauche parisienne. Nous avons assisté pour vous aux coulisses de ce prix littéraire qui se veut irrévérencieux, différent des délibérations jusqu'à l'annonce du lauréat, Monsieur Joseph Incardona, pour son roman Le Monde est fatigué dont vous découvrez l'interview exclusive. On continue avec une autre romancière mise en avant à la BNF. Elle est incontournable, c'est évidemment Colette et ses différents mondes qui sont traités dans cette exposition magnifique qui retrace cette figure incontournable de la littérature au XXe siècle. De la conso enfin et cette étude du FC Que Choisir qui s'est penchée sur 35 bouteilles de vin pour les analyser, additifs, contaminants. Vous y verrez beaucoup plus clair en fin d'émission sur cette boisson qui est très privilégiée par les Franciliens et les Parisiens. Hier, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, le petit monde littéraire était en ébullition pour la remise du prix des Deux Magots 2025. Évidemment, nous y étions. On vous fait découvrir les coulisses. Ce sont des images de Pierre-Henri Frotté. Pardon, excusez-moi. Merci. Clément. Bonjour. Oh, je vois que tout est en train de se mettre en place. Étienne, vous êtes toujours très studieux. Hein. Mais oui. Comment ça va? On est à quelques minutes du début des délibérations qui vont se tenir là où vous êtes assis. Exactement, c'est la table du jury. Et donc on attend que les jurés viennent les uns après les autres et puis on va commencer à discuter des livres. Un mot peut-être de la sélection de cette année avant que les délibérations commencent et que justement les choses se mettent en place. C'est une sélection très égale avec 4 bons livres, 4 finalistes qui sont assez différents, donc qui permettent de tirer le fil d'une caractéristique littéraire qui nous plaît, soit le thème, soit l'écriture, l'auteur quand même qui compte aussi. Et les 4 ont vraiment des choses à faire valoir, soit parce que c'est des débutants très prometteurs, soit parce que des gens déjà un peu confirmés mais qui nous plaisent et qu'on estime qu'il faut les récompenser là maintenant en temps et en heure. Donc ça va être, je pense, assez ouvert et puis chacun va s'exprimer, chacun va descendre son poulain. Et ce qui est sûr, c'est que peut-être que la France n'a pas de gouvernement, mais c'est sûr que ce soir, il y aura un prix des Deux Magots 2025. Ça fait du bien de pouvoir rester dans certaines certitudes. Exactement. C'est des choses solides, des choses stables, des valeurs sûres. La littérature en est une. On en a bien besoin. Et c'est important de pouvoir se reposer sur elle. On est juste en dessous des Deux Magots qui nous surveillent, qui vous surveillent. Et oui. Ici, on travaille sous la surveillance amicale là, des Chinois de la maison. Une tradition qui a 90 ans avec des grands jurés et des grands lauréats. Et ça nous oblige. J'étais sûre que vous alliez dire ça. Ça nous oblige. Bah oui, mais c'est vrai. On ne peut pas faire n'importe quoi parce qu'il y a un palmarès et qu'il faut qu'on soit à la hauteur. On l'est d'ailleurs assez naturellement, mais on sait que Raymond Queneau nous regarde. Vous avez déjà un chouchou? J'ai un chouchou, oui. Dont on taira le nom. Dont on taira le nom, exactement. D'autant que c'est un jury extrêmement démocratique et il arrive souvent que les jurés ne tiennent pas du tout compte de l'avis du président. Même s'ils l'aiment beaucoup et qu'ils le respectent. J'adore que vous parliez de vous à la troisième personne. Oui. Bon, Delon est mort, il faut que quelqu'un prenne le relais. Et donc le jury pourra largement s'autoriser à ne pas être d'accord avec le président, c'est ça qui est sympa. Et l'heureux élu, le lauréat, patiente dans le quartier comme le veut la coutume et espère être appelé, c'est ça? Voilà, donc il y aura un heureux et 3 malheureux. C'est la dure loi du genre. Effectivement, on a dit aux éditeurs que les lauréats se tiennent prêts, sans donner d'indications particulières d'ailleurs. Mais voilà, c'est comme ça. Et il arrive que des lauréats, des candidats qui n'ont pas été retenus viennent nous saluer amicalement. Ils sont les bienvenus. Ils sont évidemment les bienvenus et je trouve ça très fair-play, très sympa. Il y a de la déception, mais après tout, ça n'est qu'un verdict littéraire. Et ça reste une mise en avant, puisqu'ils sont dans la sélection officielle du prix des Deux Magots. Et on voit que c'est aussi un moment de convivialité. Les choses se mettent en place autour de nous avec ce cocktail qui va réunir finalement des personnalités du monde littéraire et qui va nous permettre d'échanger, de discuter, de parler de littérature.
Exactement, on est réunis par cette passion commune et donc tous les candidats, quels qu'ils soient, sont les bienvenus. Et puis une attitude fair-play, ce n'est pas toujours le cas en littérature où il y a parfois des enjeux et des comportements un peu stressés et un peu tendu, on va dire. Quand un candidat justement qui n'est pas lauréat vient, on trouve ça, c'est extrêmement apprécié. À bon entendeur, salut. Voilà, mais nous parlerons du lauréat dans quelques minutes. Avec grand plaisir. En attendant, on vous laisse vous replonger dans vos réflexions avant que les autres membres du jury vous rejoignent. Les bulletins de vote. Les bulletins de vote, j'adore. Enfin, un exercice démocratique. Et je vois que tout est en train de se mettre en place. On ne va pas manquer de champagne, même si c'est évidemment à consommer avec modération. Déjà, des membres du jury qui sont en train de s'installer. Et le chef d'orchestre de cet événement. Comment ça va? Tout est prêt? Écoutez, tout est prêt. Un petit mot sur l'organisation. Oui. Qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, après l'annonce du jury, on va ouvrir un beau cocktail avec plein de petites saveurs sucrées, salées, et puis accompagné par du champagne, parce que c'est quand même un bel événement, donc c'est important de mettre le niveau de la restauration au niveau de l'événement. Donc champagne et petit four pour célébrer ce lauréat. Exactement. Bon, on a hâte, un peu près autant que pour l'annonce du gagnant. Ah oui, parce que là, c'est toujours un moment de frémissement intense, et les bruits de couloir vont dans tous les sens, donc là, on attend. On attend. Allez, c'est parti. Bon, on patiente alors, sagement. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Il me semble que les délibérations ont commencé. Alors de manière un petit peu informelle, vous avez vu, les membres du jury sont installés autour de cette table. C'est assez chaleureux, tout le monde discute, ils ont un verre à la main. Et l'idée, ça va vraiment être d'aller exposer son avis, son goût personnel, expliquer pourquoi un auteur nous a plus plu qu'un autre et commencer à discuter, défendre finalement un petit peu son bout de gras, parce que c'est l'idée. Chacun a, j'imagine, un favori, peut-être 2 chouchous, tout au plus. Et l'idée, c'est d'aller les défendre. Vous voyez, il y a Étienne qui est en train de faire une sorte de décompte des voix sur sa petite feuille et j'imagine d'attribuer des points à l'un ou l'autre qui aurait su se démarquer par la qualité de son écriture. Je découvre le livre d'Incardona là sur la table. Est-ce que c'est un indice de sa victoire à venir? Peut-être, difficile à dire. En tout cas, chacun est en train de donner son avis. Normalement, les délibérations sont censées durer une 30aine de minutes. À voir s'il respecte exactement ce timing ou si ça prend un petit peu plus de temps. C'est toujours un moment particulier et vous l'avez vu, comme le disait Étienne tout à l'heure, il y a cette photo derrière des premiers jurys du prix qui les oblige à cet exercice difficile de la délibération et du choix. On va les laisser discuter tranquillement. Le livre s'est déployé un peu comme une pierre que tu mets dans l'eau et il y a des zooms qui prennent Bagdad. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on voit que chacun explique vraiment ce pourquoi il a été ému, touché par un auteur. Vous voyez peut-être, mais la parole passe de l'un à l'autre et chacun a le temps d'expliquer, de verbaliser ce pourquoi il a eu un coup de cœur ou ce pourquoi, justement, il n'est pas d'accord avec les propos d'un autre membre du jury. Et vous l'avez vu, les discussions sont finalement relativement animées et c'est ce qui est intéressant à découvrir, je trouve, quand on est néophyte et qu'on ne connaît pas bien l'univers des prix. Je trouve que c'est assez formidable de les voir échanger et découvrir au fur et à mesure peut-être les intentions des uns et des autres. Pour moi, la violence de l'enfance, ça fait partie, pour moi, c'est le sujet principal, plus que la médecine. Je pense que c'est plus que la médecine. C'est comme parce que la violence de l'enfant est la conséquence. Ça dépend, ça peut arriver, mais il faut que ce soit... Oui, mais t'as l'officialité qui est passée sous les radars, là, c'était quoi le truc? Non, c'est si on a un enthousiasme général de l'OLG, c'est pas du tout discriminant. Ce qui est endormi, c'est celui qui, quelques mois après nos lectures respectives, nous reste en mettant celui qui m'a le plus imprégné. Serré, il fait froid, il y a la cruauté des hommes, là, tout ça. Moi, j'ai écrit ça. C'est totalement autographique. C'est ce livre qui arrive là. Je peux vous embêter une demi-seconde.
En pleine délibération? Oui, c'est toujours vous. Et on sait pourquoi. Comment se passent ces délibérations? Très mal. On est en train de se disputer, c'est affreux. C'est le but, hein? Non, on a chacun nos opinions et on se respecte les uns les autres. Donc a priori, ça va toujours bien, les délibérations. Mais vous n'êtes pas d'accord? Ah, on n'est pas d'accord. Non, non. Enfin, on aime tous les 4, tous les 9, on aime vraiment beaucoup les 4 titres en liste, tous. Simplement, on a nos petits chouchous. Vous avez un chouchou, 2 chouchous? Moi, j'ai 2 chouchous. Et je crois qu'on est nombreux à en avoir 2, donc ça va être d'autant plus difficile. À départager. Bon, on vous laisse dans le secret de ces délibérations, on vous embête plus. Merci beaucoup. Parce qu'on est en train de délibérer. Pardon. Attends, président, là on met Un nom pour la postérité. Alors, je vous demande de bien réfléchir parce que ce nom sera inscrit pour l'éternité dans le palmarès du prix des deux magots. Oui. Ah, j'avais pas pensé à ça. Donc pensez-y bien. Je crois qu'on est à la toute fin des délibérations, si j'ai bien compris. Ils ont réussi à déterminer un lauréat. J'ai entendu Étienne faire une sorte de décompte, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Donc j'imagine qu'on est tout proche d'avoir un vainqueur. Est-ce que vous avez une suspicion de triche? Évidemment. Oui, vous vérifiez, hein, je vois. Ah mais je préfère toujours. Vous tenez les comptes. C'est comme pendant les élections, je veux dire, il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui soit là. J'ai l'impression qu'ici, c'est encore On plus n'est pas- démocratique qu'au gouvernement ou à l'Assemblée nationale. On n'est pas en Corée du Nord, mais on ne sait jamais, il faut vérifier. Donc, le président est là, mais moi je veux aussi. Vous avez bien raison. Vous surveillez. Merci d'être là. La voix double du président. Ah bah oui. Ah bah si. Il n'y a pas Nicolas. Ah non, mais tant pis, c'est la voix double du président. J'avais tout fait pour ne pas avoir la voix double. Oui, mais tu avais dit qu'on ne prenait pas son vote. Il faut savoir, on ne peut pas changer la règle. Je viens d'essayer de la voir. Mais ma voix double, ma voix double va vers Joseph. Eh ben, Aujourd'hui, la France n'a pas de gouvernement, mais elle a un jury littéraire qui s'appelle le Prix des deux magots, qui lui travaille et vote. Et le prix des deux magots 2025 a été décerné à Joseph Incardona pour Le Monde est fatigué chez Finitude. Le verdict a été très serré puisque, comme ça arrive quelquefois, il était en lice au deuxième tour avec Victor Pouchet, qui avait de grands défenseurs. Et c'est le président qui a été obligé de faire basculer le verdict en votant pour Incardona. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour. On vous attrape dès que vous arrivez, c'est pas très sympa. On fera une interview plus longue, mais toutes nos félicitations. Vous venez de remporter le prix il y a à peine 2 minutes. Vous deviez pas être très loin, hein, quand même. Hein. Non, on était en face là-bas, voilà. La pression retombe? Ouais, non, pas encore vraiment, encore je plane un peu quand Bon, même. on vous laisse quoi. profiter. On s'est dit là, c'est 1h moins quart, c'est foutu et tout. Puis tout d'un coup, tac, le téléphone arrive, donc c'est un bonheur quoi. tout Et vous le simplement. méritez amplement. Bah, vous merci étiez notre beaucoup. chouchou, on n'a pas le droit de le dire, mais bon, on le dit quand même. À Bah, tout de merci, suite. merci alors. Profitez bien. Vous venez? bravo du résultat. Merci. C'est arrivé. Il y a eu beaucoup de délibérations. Et c'est arrivé, vous voyez. Ouais, justement, le temps passé, on s'est dit, ah bon là. Allez, Vous allez allez. avoir une escorte pour essayer de vous Ah, faufiler. c'est ça, exactement. Félicitations. Merci. Bonjour. L'heureux lauréat, Voilà, le lauréat. Merci. 92e prix des deux magots. Félicitations. Excusez-moi, pardon. Voilà, je l'offre. Merci, bonjour Clara. Ça, c'était 1h moins quart, on s'est dit, ah là. C'est pas bon. C'est pas bon. On sort pour la photo, on va faire une photo sur le parvis. Oui, volontiers. Ok. Vous avez été prévenu pour je dois interviewer Monsieur Incardona pendant une
Joseph Incardona, vous êtes le lauréat de ce prix des Deux Magots 2025. Avant tout, toutes mes félicitations personnelles puisque j'ai adoré votre roman. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de l'ordre du conte poétique. C'est très dramatique, il y a quelque chose d'assez féroce. Il y a tout aussi de l'univers du polar. Est-ce que vous admettez volontiers que c'est un roman qui est délicieusement décalé ? Ah oui, sans doute. En tout cas, il est dans la marge, un peu comme peut l'être Ève, sous des apparences glamour et séduisantes. Il y a quelque chose qui est complètement à côté. Le personnage d'Ève est un personnage qui est à côté et qui n'est pas du tout ce que montrent les apparences, justement. Ève, c'est votre héroïne. Ce personnage que vous avez décidé d'ériger au rang d'héroïne, c'est une sirène. Alors imaginez la petite fille que je suis qui, en découvrant la première et la quatrième de couverture, se rend compte qu'elle va côtoyer un être à part pendant tout un roman. J'étais absolument ravie. Mais Ève, comme vous l'avez dit, elle n'est pas vraiment comme les autres. Elle a quelque chose de différent. C'est ce qu'on appelle une sirène moderne. C'est une sirène professionnelle. C'est son métier. C'est une sirène professionnelle. Elle travaille dans les grands aquariums. Il y en avait une à Paris qui s'appelait Claire la Sirène, qui faisait ce métier, dont je me suis inspiré en regardant des vidéos qu'elle a faites il y a quelques années sur ce métier. Il y en a quelques-unes dans le monde qui font ce métier. Donc c'est un peu qu'est-ce que vous ferez quand vous serez grande ? Eh bien écoutez, je serai sirène. Sirène dans les plus grands aquariums du monde. Ouais, c'est ces métiers improbables au fond, comme le métier d'écrivain. Hein. Quand le jour où je me suis dit je veux écrire, je veux devenir écrivain, ça a l'air d'être une sorte de rêve comme ça, de choses un peu inatteignables. Et puis vous vous rendiez déjà compte que c'était... C'est quelque chose de difficile, ouais, c'est quelque chose qui est déjà à côté, qui est en dehors. Et livre après livre, on construit son rêve. Et aujourd'hui, c'est une petite apogée quand même de ce rêve. C'est une reconnaissance, une matérialisation de ça. Maintenant, mon personnage, Ève, voilà, c'est une sirène comme on les conçoit aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un personnage plutôt glamour, coloré, un peu kitsch. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Quand on pense à Homère, mais bien ce sont sûr. Des sirènes qui sont chimériques, qui sont dangereuses. Ce sont des oiseaux avec des visages de femmes. Et à la base, c'est un personnage mythologique plutôt négatif qui apporte la mort. D'une certaine manière, c'est ce qu'elle va apporter aussi. Mais tout à fait, parce que c'est un personnage qui est plein de contrastes. Voilà, mais maintenant, voilà, dans cette image qui a évolué, qui est devenue une image un peu Walt Disney. Et ça, pour moi, c'était le premier contraste important, c'est qu'il y a cette femme qui est là, qui fait un métier d'apparence, et puis qui doit sourire. Elle est sublime. Elle est absolument séduisante, mais à l'intérieur, c'est une femme dévastée. Et puis, je ne sais pas maintenant par rapport à ce que vous voulez développer, mais non, je vous en prie, on est là pour discuter. Mais ce qui se passe, c'est qu'à la base, ça c'est une chose qu'on apprend assez rapidement dans le roman, assez vite, donc je peux le dire. En fait, c'est une femme qui est mutilée. Elle est écorchée, elle est fracassée par la vie. Voilà, elle n'a plus de jambes, ce qu'on ne sait pas et ce qu'on va apprendre au fur et à mesure, et surtout ce que ne sait pas le public quand il la voit. Donc elle devient, et elle est recomposée de plusieurs parties de son corps parce qu'elle a eu un très grave accident. La mâchoire est en porcelaine, les jambes sont en titane, etc. Et elle devient transhumaine, elle approche, c'est là tout d'un coup, il y a quelque chose entre de Cronenberg finalement, du roman, du roman de Ballard, et Cronenberg en a fait le film Crash. C'est c'est une humaine qui devient presque un être mythologique parce qu'elle est réellement coupée en deux. Et ça, c'est des choses qu'on va apprendre. Qu'est-ce qui vous plaît dans ça, justement, dans cette ambivalence, dans le fait aussi de pousser la réparation de ce corps jusqu'à une forme de transhumanisme? On pense aussi évidemment à la chirurgie esthétique, à tout ce que ça implique. C'est une manière aussi de questionner notre société, de se poser des questions sur la transformation des corps. Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose aussi à voir avec le titre qui donne aussi un angle de lecture un peu différent. Le monde est fatigué. Parce que, elle a eu un très grave accident et fondamentalement le sujet du livre est celui de la vengeance. Elle veut retrouver celui qui l'a morcelée, et non seulement physiquement, mais qui l'a détruite aussi psychologiquement et aussi d'un point de vue affectif, d'une chose sur laquelle je garde. Voilà. Et en fait, elle va demander réparation. Mais moi, j'avais envie aussi justement de parler c'est un livre, le sujet c'est la vengeance, mais la thématique c'est la perte et la solitude. Et au fond, c'est une femme qui a perdu
qui a perdu plein de choses d'elle-même, qui a perdu des parties de son corps, qui Et a vous perdu... nous montrez ce qui se passe quand on perd. Voilà. Et le monde aussi perd des choses. C'est pour ça qu'il est fatigué, ce monde, parce qu'elle ne fait que traverser. Elle n'a plus de chez elle. Elle vit. Elle va de ville en ville. Voilà, elle vit dans des hôtels, elle passe du temps dans les aéroports, dans les halls, tout ce qui. Et tout ça est très superficiel. Ouais, exactement, c'est les non-lieux de Marc Auger. Alors, ça serait un croisement entre Marc Auger et Cronenberg, en fait, ce livre. C'est ça. Je comprends. Et donc, elle est dans ces mondes complètement uniformisés, impersonnels. Est-ce qu'il y a un saccage des âmes dans ces villes uniformisées, ces mégalopoles qui sont toutes standardisées, qui se ressemblent, qu'on soit à Dubaï, qu'on soit à Tokyo, on a l'impression d'une même réalité. Ben oui, c'est une perte de l'âme parce qu'il n'y a pas le temps de s'inscrire dans le temps, de s'inscrire dans l'histoire. Ce sont des lieux qui sont refaits en permanence, qui sont absolument impersonnels, qui sont partout les mêmes. Vous trouvez triste ce monde? Alors moi, je le trouve terriblement triste, ce monde impersonnel des non-lieux, et en même temps il me fascine. Parce que c'est des lieux où, en apparence, la vie n'a pas lieu d'être parce qu'on ne fait que passer. Une autoroute, un hall d'aéroport, un centre commercial. Ce sont des lieux de passage. Voilà. Mais on s'aperçoit que la vie, malgré tout, surgit partout et que la vie c'est l'espoir, ça, finalement. Et la vie s'inscrit même dans ces lieux-là. Et j'ai un autre roman qui s'appelle Derrière les panneaux. Oui. Il y a des hommes qui se passent entièrement sur une autoroute. Et voilà, il y a aussi cette notion de passage. Voilà, je suis toujours fasciné par qu'est-ce qu'on fait avec ça, qu'est-ce qu'on fait quand on déshumanise l'humanité qui résiste, l'humain qui résiste malgré tout. Aussi. Moi, il y a quelque chose qui me fascine, c'est votre capacité à nous présenter une réalité qui est bien dure à digérer. On a l'impression d'être dans une salle trop blanche avec des lumières très criardes, acides, qui viennent nous brusquer, qui viennent nous chambouler. J'ai l'impression de me faire agresser par le bruit des voitures, par les gens qui sont désagréables, par ces villes qui sont trop blanches, et de me dire, mais en fait, de me questionner finalement sur mon existence, sur la ville dans laquelle je vis, Paris, qui a peut-être moins quand même cette uniformisation que les villes qui sont présentes comme Tokyo, comme Dubaï, mais je trouve que ça nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes. En fait, vous dites une chose très intéressante parce que cet éclairage criard, finalement, si j'imaginais un film, il y aurait un étalonnage avec des lumières très flashy, en fait, qui nous aveuglent, et puis les moments sombres, parce que finalement, où elle retrouve son centre de gravité, c'est dans l'eau, parce que l'aspect de l'eau est fondamental. Elle retrouve déjà son aisance, sa légèreté, parce que travailler en tant que sirène professionnelle, ce sont des vrais athlètes. Elle faisait de la natation synchronisée. Avant, elle s'appelait pas Ève, elle s'appelait Nathalie Sauget avant, etc. Elle était dans une autre vie. Ève, c'est son personnage de voilà, sirène. C'est le personnage, c'est comme ça. Voilà, c'est la dépersonnalisation et voilà, et elle nage dans ces eaux océaniques parce que les aquariums sont 18-19 degrés, c'est de l'eau salée. Elle descend en apnée, elle est en monopale. Exigeant. C'est très exigeant physiquement, ça demande énormément d'efforts. C'est une vraie sportive. Et grâce à vous, on a l'impression d'être dans le bassin avec Ève. C'est grâce peut-être à ce discours indirect libre que vous nous proposez. On a l'impression d'être dans sa tête, dans l'eau, d'avoir la sensation de l'eau froide qui parcourt l'échine du corps et de se dire finalement qu'on est dans ce bassin et qu'on a cette sensation de solitude, cet enfermement et puis ce calme qui revient dans l'eau. Comment est-ce que vous faites pour arriver à cette justesse finalement dans l'émotion et dans ce qu'on ressent? Bon, merci d'abord. Vous passez du temps dans l'eau? Oui, moi je suis quelqu'un qui je fais du surf, entre autres, mais l'eau a toujours été pour moi un élément absolument fondamental dans lequel je me trouve bien. À part ça, ça fait partie du métier d'écrivain, c'est des choses assez mystérieuses, c'est entre l'expérience accumulée, l'empathie, le regard sur les choses, le fait un peu comme un comédien qui imaginerait un personnage et qui tout d'un coup se moule dans son personnage. Et moi, pendant que Donc ça veut dire réussir à rentrer dans la peau de l'autre? Ah oui, ou savoir l'observer? C'est d'abord une observation, je pense, du monde. Il y a plein de choses aussi qui sont intégrées presque malgré soi. Et puis ensuite, au moment de l'écriture, finalement, on restitue tout ça. Où moi, quand j'écris, je suis complètement j'étais avec Ève, j'étais avec elle, j'essaie de m'imaginer. Après, voilà, il y a des petites choses de l'expérience personnelle de la vie qu'on comprend, qu'on emmagasine, mais je vis
Alors des fois pour des choses toutes bêtes, je peux même faire des mouvements. J'ai un atelier où j'écris, je fais des Génial. mouvements, Pour vous mettre en situation. Mais, être écrivain, c'est un peu être comédien d'une certaine manière. Surtout pour vous. C'est pouvoir endosser la vie de quelqu'un d'autre, c'est pouvoir être quelqu'un d'autre et ensuite revenir à soi, enrichi de l'expérience virtuelle d'être quelqu'un d'autre Vous finalement. avez parlé 2 fois de cinéma, 1 fois de théâtre. C'est difficile pour moi de ne pas parler de votre amour pour le cinéma, pour la caméra, puisque vous dites écrire, c'est la caméra intérieure. C'est ce qui vous définit, ce style aussi qui est très cinématographique. On a l'impression, grâce à vous, d'être à mi-chemin entre ce qui serait un roman et ce que serait l'écriture finalement d'un scénario de film. On a l'impression de basculer tout le temps dans une scène de cinéma, puis dans le roman. Alors c'est toujours et avant tout de l'écriture. Alors c'est vrai que je suis aussi le fils de mon époque. J'étais jeune, je lisais énormément de bandes dessinées. En plus, j'ai un père cinéphile qui faisait des films en Super 8, mais pas des films de famille, des films avec des comédiens. Le son est complètement pourri et tout. Il a fait 8 longs métrages, mon père, avec sa caméra Super 8. C'est génial. Il nous monopolisait, Quelle ma aventure. mère, moi, les oncles, les amis. Et vous étiez comédien là. Non, j'étais derrière, je tenais la perche, la pseudo-perche et tout. Mais enfin, mais ce que je veux dire, c'est avant tout de l'écriture, mais c'est vrai que j'ai une façon de procéder de manière peut-être par touche impressionniste. D'accord. Je vais. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les personnages, ce sont ce qu'ils vont dire, la manière dont ils vont marcher, parler, se vêtir, bouger. Je comprends que vous ayez besoin de vous déplacer dans cet atelier pour aller au plus près de ça. Voilà, c'est ça. Après, effectivement, c'est peut-être le roman où il y a le moins de description de lieux, dans la mesure où les lieux qui sont arpentés sont des lieux que tout le monde connaît. On connaît tous un McDo, un aéroport. Et donc on avait moins besoin de s'attarder peut-être là-dessus. Voilà. Par contre, il faut peut-être faire ressurgir l'odeur, s'il fait chaud, il fait froid, un détail qui sort de l'ordinaire, ou une personne qui passe. Et encore une fois, le regard voilà, et l'observation. Et je le dis d'ailleurs dans ce livre, le territoire, ce sont les humains, c'est l'être humain, le territoire. Et moi, je pense que même dans le lieu qui peut être un lieu le plus ennuyeux du monde, une rencontre, c'est ça le voyage. Le voyage, il est vraiment dans rencontrer les personnes. Et là, on rencontre Ève. Dans tout ce qu'elle est, dans toute sa complexité. Je dois dire que c'est un roman quand même qui est très noir, qui est très dur, qui est assez morose, qui est sombre. Je parlais d'un polar tout à l'heure, vous nous l'avez dit, il y a cette intrigue et cette quête de vengeance, et il y a un humour que je vous trouve absolument... c'est un humour terrifiant, pardon. Dans ce livre-là, c'est un humour plus cynique. Alors, plus que de polar, je parlerais de roman noir, parce que pour moi, le roman noir est le roman du tragique, et puis c'est du roman social, mais c'est du roman tout simplement, voilà. Simplement, c'est vrai que d'abord, je m'inscris définitivement depuis toujours parmi les romanciers, parce que je ne suis pas... alors, je peux décrire l'intime, mais toujours dans une histoire. Pour moi, l'histoire... Donc, c'est un soin aussi que je donne à la dramaturgie, sans règle, parce que c'est pas que je pense écrire, je fais pas de plan, je pense à vivre avec mon histoire et elle se crée au fur et à mesure. Mais c'est vrai que pour moi, l'histoire est fondamentale et cette dramaturgie est fondamentale. C'est peut-être ça aussi qui fait dire souvent que on voit des images et on voit du film parce qu'on avance dans l'histoire. Et les parties plus intimistes, etc., arrivent par touche comme ça. Voilà. Pour donner juste une petite idée de l'humour qu'on peut retrouver dans ce roman noir. Une riche Suisse demande à votre sirène où est-ce qu'elle a déniché un chirurgien qui fait si bien les choses. Elle lui répond Joseph Mengele et elle lui répond super, merci beaucoup. Elle le note dans son carnet. On comprend tout de suite qu'on va se délecter de cette acidité qui est finalement présente à toutes les pages. Et moi, j'ai jamais lu un roman comme le vôtre. Absolument jamais. Merci infiniment et merci de relever ce petit passage que vous êtes la première à relever parce que en fait, elle se trouve face à une femme qui a fait énormément de chirurgie esthétique. Elle a été recomposée, sa mâchoire, tout, parce qu'elle était complètement défigurée, etc. Et cette femme est fascinée. Alors Ève, elle a passé 3 ans dans le coma, elle a été reconstruite de partout. Elle s'en serait bien passée. Et quand cette femme, parce qu'elle représente une sorte d'idéal plastique de beauté, comme bien ça, sûr. Et c'est pour ça qu'elle lui répond de manière aussi violente. Et cette femme ne sait même pas qui c'est. Voilà, et elle dit l'histoire, je sais plus ce que je dis sur l'ignorance. Voilà, on est dans un laboratoire où tout recommence toujours à zéro, à partir de zéro, et elle balance comme ça des petites piques. Et son seul ami, après il y en aura un deuxième qui arrivera, c'est le surfeur, mais son seul ami Matt Moser, qui est le détective privé qui va l'accompagner dans cette quête. Voilà, dans la quête de retrouver qui l'a meurtri. Et ben lui, alors il y va.
Lui, c'est quelqu'un qui est dans cette espèce d'humour caustique permanent et qui critique énormément aussi le monde. Une toute dernière question Oui. sur ce que représente évidemment ce prix pour vous aujourd'hui. Alors, d'abord, il s'inscrit dans une lignée d'écrivains immenses. Et ce matin, je regardais sur les 91 précédents, eh bien, j'en ai lu, je pense, une trentaine. D'accord. Voilà. Donc, il y a quelque chose c'est un honneur, c'est une reconnaissance. Je salue aussi l'audace des sélections, de la première, puis de la deuxième sélection de ce jury. Et puis, je le ferai peut-être ce soir dans la discussion, j'aurai un petit mot aussi pour les 3 autres voilà, qui étaient là et qui ont énormément de talent. Et je suis arrivé souvent deuxième ou finaliste et j'ai compris que pour gagner de temps en temps, il faut souvent arriver deuxième, en fait. C'est une jolie morale. Merci beaucoup, Joseph Voilà, Incardona. merci à vous. Et félicitations Merci. pour ce magnifique roman. Le monde est fatigué. À très vite. Merci. Et après cette rencontre avec Joseph Incardona, on continue avec de la culture et de la littérature pour cette exposition à la BNF consacrée au monde de Colette, au pluriel, s'il vous plaît. Mais qui était Colette, cette romancière incontournable du XXe siècle qui a su gagner le respect de ses pairs et s'imposer comme une véritable icône littéraire, seule femme présidente du Goncourt. Elle a également été décorée de la Légion d'honneur tout en développant une œuvre populaire. La BNF a décidé de la célébrer et de questionner ces mondes complexes, nombreux et parfois paradoxaux. On va en parler avec vous. Laurence Lebras, merci beaucoup d'être en plateau. Vous êtes chef du service des manuscrits modernes et contemporains au département des manuscrits à la BNF, commissaire également, de cette exposition. Finalement, Colette, elle est inqualifiable, c'est ce qu'on retient de cette exposition. Elle est inclassable. Était-elle classique, moderne, féministe, antiféministe? Est-ce qu'elle était engagée, apolitique? On se rend compte qu'en tout cas, elle était traversée de paradoxes et c'est ce qui la rend absolument passionnante. Oui, elle traverse toute la première moitié du XXe siècle en ne s'arrêtant, ne se donnant aucune limite, à la fois dans sa carrière d'écrivaine et dans tout ce qu'elle fait à côté de sa carrière d'écrivaine. Elle a, pour gagner sa vie, accepté de faire plusieurs métiers, comme celui d'actrice de music-hall, comme celui d'esthéticienne lorsqu'elle ouvre son institut de beauté, comme celui de journaliste lorsqu'elle écrit plus de 1200 articles. Elle ne s'arrête jamais non plus de s'intéresser à tout ce qui compose ce XXe siècle qu'elle observe à travers ses développements technologiques, les transports, les faits de société, et ça, ces articles de presse en rendent compte. Et chaque fois, que ce soit dans ses livres ou dans ses articles de presse, ce qui la caractérise au-delà de cet aspect inqualifiable, en tout cas de cette impossibilité de la décrire dans un moule, eh bien, ce qui la caractérise, c'est sa façon de regarder le monde et les êtres avec une absence totale de jugement catégorique. Et c'est d'ailleurs ce qui fait toute la richesse de son œuvre, de ses œuvres. Et chaque fois, par exemple, qu'elle parle d'amour, parce qu'elle parle beaucoup d'amour dans ses livres, Henri de Jouvenel, son second mari, lui avait demandé si elle ne pouvait pas essayer d'arrêter d'écrire des livres d'amour. Mais chaque fois qu'elle parle d'amour, Colette, en fait, en parle de façon différente, examine le sujet. À chaque fois avec une sincérité renouvelée. Oui, et avec toutes les variations de l'amour qui caractérisent toutes les aventures que l'on peut, tout un chacun, vivre au travers de son existence. Vous l'avez dit, elle avait cette capacité à écrire la vie, la sienne, avec une sincérité folle. Et c'est pour ça qu'elle a résonné, j'imagine, chez autant de personnes qui ont pu s'identifier et puis se questionner sur les questionnements qu'elle pose, l'identité, l'image de soi, le désir, le rapport à la chair, le rapport à l'autre. Est-ce que ce que vous nous proposez, c'est une plongée dans ces univers, finalement, et dans toutes ces variations qu'elle nous propose, toutes ces versions de Colette? Oui, une exposition littéraire, puisque Les Mondes de Colette, c'est une exposition littéraire, vise à essayer de faire l'expérience d'une œuvre à travers la présentation des traces matérielles de l'œuvre, c'est-à-dire les archives, les manuscrits, les livres imprimés.
et aussi à travers tout ce qui va permettre d'évoquer visuellement à la fois les thèmes traités dans l'œuvre, le parcours de l'auteur. Une exposition littéraire cherche donc aussi à essayer de faire comprendre ce qui a pu donner naissance à une œuvre à travers le parcours d'un être que fut l'écrivain. Et chez Colette, c'est assez évident qu'elle était destinée à être cette grande écrivaine? Non, ça n'est pas évident. En tout cas, Colette l'a dit à plusieurs reprises, elle n'avait absolument pas la vocation d'écrivaine. C'est peut-être ça qui est génial. Alors, oui, souvent aussi, sa carrière d'écrivaine est rapprochée de ce qui a été l'impossibilité d'écrire de son père, Jules-Joseph Colette, qui disait à sa famille qu'il écrivait. D'ailleurs, dans la maison Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye, on a les volumes qu'il est censé, dans son bureau, qu'il est censé avoir écrits. Et à son décès, sa famille a découvert qu'il n'écrivait pas. Évidemment, on ne peut que transposer cette situation du père qui ne parvient pas à écrire à Colette écrivant des dizaines de livres. Très prolifique. Comme étant presque la réalisation par le travail d'écrivain, parce que Colette a vécu l'écriture comme un réel travail, et comme elle le dit au bas d'une photographie la représentant à l'époque de l'écriture des Claudines, elle l'a vécu comme un pinceau. Eh bien, Colette, par le travail, réalise qu'a été le désir de son père d'écrire, finalement. Vous commencez cette exposition par une porte très intime, finalement, puisqu'on pénètre dans les souvenirs sensibles de Colette. C'est une sorte de Madeleine de Proust, parce qu'on est dans son enfance, on est dans ses mondes, on est dans quelque chose qu'elle qualifie finalement comme un paradis perdu. Je pense à sa maison d'enfance dans Lyon. On découvre aussi sa famille, qu'elle transforme en autant de personnages qui sont hauts en couleur. Et puis, ce regard si singulier qu'elle pose sur la nature, sur la faune et la flore qui prennent vie. Elle a cette capacité à utiliser finalement son imaginaire d'enfant et à le remobiliser dans ses œuvres, à le faire revivre. Oui, alors ça traverse vraiment l'intégralité de son œuvre, le regard porté sur la nature et la mémoire sensible, donc, qui est omniprésente dans sa façon de regarder les êtres et les choses. Et c'est aussi à relier donc, à cette non-vocation d'écrivaine. En fait, Colette n'écrit pas à partir d'un apprentissage de l'écriture à travers la fréquentation d'écrivains, même si elle a beaucoup lu et que Balzac, c'est un exercice très spontané. Voilà, c'est un exercice très spontané. Alors, très spontané, pas réellement très spontané. En fait, il est spontané peut-être un peu quand elle fait des travaux d'écolière, quand elle est à l'école. Mais en fait, elle se met à l'écriture parce que Willy, son premier mari, le lui demande. Elle n'a jamais eu l'intention d'écrire, de devenir écrivaine. Mais quand elle commence alors sur cette feuille blanche et que les mots sortent, de cette manière, on se dit que finalement, il y avait une forme de don. Il y avait en tout cas une capacité. Voilà, une capacité qu'elle a su transformer en don, mais indéniablement, il y avait une capacité, puisque cette écriture qui a été commandée, l'écriture des Claudines, on trouve dans les cahiers, dans le texte des Claudines, déjà ce qui caractérise l'œuvre de Colette. Donc, vous parliez de la mémoire sensible, de cette façon de s'intéresser très précisément à ce qui fonde les existences des êtres humains et à comment ils arrivent ou non à vivre. Et puis une forme d'humour aussi, d'humour assez froid. Avec parfois, une certaine ironie. Une certaine ironie, parfois un peu sarcastique, mais on trouve déjà tout cela dans les Claudines et qui va ensuite se développer à travers son œuvre de la maturité. Autre sujet que vous développez et qui va l'inspirer, c'est son rapport à l'enfance. On lit derrière une apparence heureuse finalement de cette enfance qui a l'air d'être plutôt heureuse, plutôt positive, une forme de violence, une certaine cruauté, une colère aussi, un peu sourde, et puis une relation plus compliquée que ça n'en a l'air avec sa maman, qui est cette figure maternelle pour elle évidemment. Est-ce que ça dit quelque chose aussi de sa construction et derrière de ses travaux ? Sido, elle en a fait par l'œuvre le modèle de la mère extraordinaire qui lui a apporté
alors sinon tout, au moins les apprentissages essentiels de la vie. Donc à la fois le rapport à la nature, le respect de la nature, puisque Sido était une fine connaisseuse de la faune et de la flore, respectait profondément les animaux, mais aussi une indépendance d'esprit, parce que Sido, qui a été élevée avec des frères et un père libre penseur, qui était vraiment très, très indépendante déjà pour son époque, Sido aidait les jeunes femmes enceintes, elle refusait de donner ses roses au cortège des enterrements. Donc elle avait un fort tempérament et Colette retrace à travers l'œuvre, et notamment donc à partir de la maison de Claudine, et puis dans l'ouvrage Sido en 1929, donne à voir et à entendre cette femme qui a eu une forte influence sur elle. Mais c'est donc cette forte influence indéniable, mais aussi avec un personnage qui est recréé à travers l'œuvre. Même si Sido, telle qu'elle est décrite par Colette, on n'en doute pas, avec ses caractéristiques, a bien existé et était le pilier de cette maison de Saint-Sauveur en Puisaye, où vous disiez la maison de l'enfance, la maison du bonheur. La colère... ça m'apparaît moins. Voilà, vous pourrez me dire ce qui vous apparaît. C'est dans cette logique de contraste, finalement. On a l'impression que tout ce qui est d'apparence heureux, d'apparence bien vécue chez elle, génère un questionnement, une forme de réflexion toujours active sur la vie et sur ce qui l'entoure, et notamment sur cette figure maternelle qui est imposante, finalement, pour elle et qui va perdurer. Tout à fait. Il y a toujours un questionnement. Voilà, oui, dans ce sens-là. Pas forcément... en tout cas... Je ne mettrai pas le terme colère, mais il y a chez Colette, on retrouve un regard, sinon mélancolique en tout cas, il y a un regard parfois un peu triste aussi sur l'existence. Ça, on en parle, c'est quelque chose dont on parle, qu'on n'associe pas nécessairement aux œuvres de Colette, ce regard un peu triste. Mais même, voilà, quand on reprend le thème de l'amour, qu'elle parle de l'amour, eh bien... combien de romans d'amour de Colette se finissent bien? En fait, on pourrait dire qu'il n'y en a qu'un, qui est Gigi, et qui pourtant ne se finit pas si bien que ça, puisque cette jeune femme, élevée par sa grand-tante et sa grand-mère pour devenir une demi-mondaine, et qui accepte de la vie avec l'homme qui va être choisi pour elle, le choisit en ayant cette formule, et c'est une fin heureuse chez Colette, je préfère être malheureuse avec vous que malheureuse sans vous. Donc ce regard-là un peu triste est assez peu souvent associé, en tout cas dans l'image qu'on peut se faire de l'œuvre de Colette, à son œuvre donc, mais la traverse aussi quand elle regarde, quand elle se retourne sur Saint-Sauveur, qui nécessairement, à l'égard de Saint-Sauveur, la tristesse, c'est la tristesse du jardin perdu. Et donc de cette enfance aussi qui est derrière nous. Tout à fait. Qui est confrontée à la réalité du monde, au fait de passer finalement de l'enfance à l'âge adulte. Elle rentre souvent dans une forme d'étude sociale. On pourrait dire qu'elle est attentive à la comédie humaine et qu'elle a quelque chose de Balzac finalement dans cette manière de décrire les trajectoires, de les observer, d'être cette fine observatrice du monde et de la société qui l'entoure. Est-ce qu'elle était pour autant féministe? Vous veniez de parler de ce personnage de demi-mondaine. Elle fait aussi une exploration de l'envers du décor du music-hall. Elle se confronte à ses destins, à ses trajectoires de femmes. Est-ce que ça fait d'elle une féministe? Pas vraiment, pas toujours? Alors, le problème, c'est que le terme féministe a une définition et Colette ne correspond pas à la définition du terme féministe. En revanche, c'est pas une féministe académique. Colette est une femme libre. Peut-être la possibilité d'être libre pour une femme, c'est le début, en tout cas la base nécessaire pour le féminisme, pour l'avènement d'une forme de féminisme. Colette n'a jamais été politiquement féministe. Pas engagée politiquement. Voilà. En revanche, elle a assuré pour elle-même les moyens de sa propre émancipation. Je disais notamment en travaillant, tout à fait. Notamment en travaillant. La première fois qu'elle se met à travailler, à gagner sa vie, c'est quand elle monte sur scène pour rejoindre donc, le music-hall, le monde du music-hall. À ce moment-là, elle est séparée de Willy, son premier mari. Il n'y a pas de fortune familiale. Elle n'a plus d'argent. Il faut donc faire quelque chose. Et il y a deux solutions pour une
jeune femme, c'est soit se remarier en ce début travailler. du XXe siècle, se remarier ou travailler. Et travailler, ça n'est pas si simple quand on n'a pas de diplôme. Elle n'a pas de diplôme universitaire. Mais c'est le choix qu'elle va faire. C'est le choix qu'elle va faire, effectivement. Et donc, dans cette capacité à prendre en charge sa vie, Colette est une femme totalement libre. Et c'est vraiment l'exemple à ce titre, un exemple pour les femmes. Et ça se voit aussi dans la manière dont elle parle du corps, de la chair, du désir, des relations amoureuses, du couple. Il y a aussi cette liberté qui est très inhabituelle pour l'époque. Tout à fait. Quand elle parle dans le pur et l'impur des différentes formes d'amour qui existent, les amours homosexuels, lesbiennes, l'amour des personnages Don Juan. Pour l'époque, c'est quelque chose. C'est quelque chose parce qu'elle en parle, je le disais tout à l'heure, sans jugement catégorique, en fait. De manière très apaisée. Et ce n'est pas non plus un roman léger, parce que ce genre de... ces sexualités peuvent être abordées dans des romans plutôt légers. Elle en parle de façon comme elle le fait quand elle parle de la foule, quand elle écrit des articles qui parlent de la foule observant des événements. Elle décrit. Elle décrit. Elle pose son regard, encore une fois. Et voilà, exactement. Et c'est vraiment remarquable. Et son rapport au corps, vous en parliez à l'instant, c'est aussi là, pour une histoire de femme, quelque chose qu'il faut observer jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'aux dernières œuvres. Colette n'a pas peur d'être avec son corps. Et Colette n'entre non plus jamais dans la déploration de la vieillesse, par exemple. Elle l'accueille et elle la regarde et elle la constate. Elle continue à observer. Et à la fin, on a le sentiment d'une femme multiple, d'une écrivaine miroir de son époque et de son temps, pour autant toujours aussi inclassable. Et c'est ce que vous découvrirez, j'en suis persuadée, à la BNF dans le cadre de cette exposition Les Mondes de Colette. Merci beaucoup d'être venu nous en parler en plateau et on passe tout de suite à la conso. UFC Que Choisir a décidé de s'intéresser à une boisson qui fait entièrement partie de notre patrimoine, le vin. Si la France est un pays avec de très beaux terroirs et une production viticole qui nous est enviée dans le monde entier, nous sommes relativement mal informés sur le sujet. 35 bouteilles représentatives ont été passées au crible par cette association de consommateurs qui nous veut du bien. On va en parler avec vous, Elsa Abdoun. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes journaliste santé à l'UFC Que Choisir. C'est vrai que dans le vin, on peut avoir de mauvaises surprises gustatives, par exemple, si on n'est pas un fin connaisseur. Mais il faut s'intéresser aussi à ce qu'il y a dans le vin, à certains additifs, pesticides et aux calories, pour bien comprendre ce qu'on consomme. Parfois, on se fourvoie, on se trompe, on a l'impression de boire une très bonne bouteille et on n'est pas tout à fait dans le vrai. Alors, ça peut être une très bonne bouteille sur le plan gustatif. Et très mauvaise pour la santé. Effectivement. Alors, le vin, de toute façon, malheureusement, ça n'est pas bon pour la santé, hein, ça, quelle que soit la bouteille. Après, il y a quand même certaines pratiques qui sont préférables. C'est-à-dire qu'on aura toujours l'éthanol. Mais si on peut s'éviter les additifs, le bisphénol, les pesticides, c'est toujours ça de prix pour soi, pour les viticulteurs, pour leurs voisins, pour l'environnement. Alors, vous avez concentré vos efforts sur 35 bouteilles qui, j'imagine, sont représentatives à moins de 13 € pour aller essayer de décrypter finalement ce qu'il fallait éviter dans le vin. Comment vous les avez sélectionnées, ces bouteilles ? Alors, on a essayé de prendre plusieurs régions, Bourgogne, Bordeaux, Côte-du-Rhône, Pays d'Oc. Un panel de prix le plus large possible. On était quand même contraint par le fait qu'on voulait aller regarder les bouteilles qui commencent enfin, parce que c'est nouveau, c'est une réglementation européenne. À étiqueter. D'accord. Alors, à étiqueter. Normalement, les producteurs pourraient apposer la liste des ingrédients précises sur l'étiquette. Ils font le choix de mettre un QR code, la plupart du temps, qui renvoie vers un site internet sur lequel les consommateurs bien informés, bien équipés vont pouvoir avoir la liste des ingrédients. Mais donc, on voulait ces bouteilles qui avaient ce QR code pour justement aller voir cette liste d'additifs. D'accord. Et donc, ça a impliqué des millésimes récents, 2023, et donc des bouteilles moins chères. On n'avait pas encore des grandes bouteilles qui portaient ce QR code. L'idée étant aussi de briser certains lieux communs et certaines idées reçues. Non, ce ne sont pas nécessairement les blancs moelleux qui sont plus caloriques. Les Bordeaux peuvent comporter plus de pesticides que les Bourgognes. Certaines bouteilles sont plus chargées en additifs que le pire des sodas premier prix en supermarché. C'est assez inquiétant quand même comme bilan. Effectivement. Après, on voyait aussi de très bonnes choses. Il y a certains labels qui protègent par exemple des additifs. Alors, on a regardé plusieurs labels. On a regardé la HVE, valeur environnementale.
qui est présente sur beaucoup de bouteilles. Le bio, évidemment, label AB, mais aussi, alors celles-là, on ne les a pas analysées, mais on a enquêté sur ces labels et leurs promesses. Ça va être le biodynamique avec le label Déméter ou encore les 20 méthodes nature. Eh bien, alors, sur les pesticides, peut-être, pour commencer, HVE, ça ne change rien. On trouvait même un peu plus dans les bouteilles HVE, alors statistiquement on va dire en tout cas autant de résidus de pesticides dangereux dans les bouteilles HVE que dans les bouteilles non labellisées. Alors que c'est assez contre-intuitif. Haute valeur environnementale, voilà. on se dit on pourrait croire que, en réalité, sur ce plan-là, en tout cas, sur celui des pesticides, c'est loin d'être une garantie. Ça n'en est même pas une du tout. Après, le label bio, là, on a vraiment quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que donc, sur les bouteilles HVE et non labellisées, on avait 80% des références qui contenaient au moins un résidu de pesticide reconnu comme potentiellement dangereux, voire avéré dangereux, c'est-à-dire perturbateur endocrinien, cancérigène, etc. Bio, on n'en trouvait aucun. Aucun résidu reconnu Donc c'est dangereux. un indicateur déjà et une sécurité pour le consommateur. Voilà, et a priori, on peut retrouver la même chose dans les 20 méthodes nature ou Déméter, qui sont également bio. Après, sur les additifs aussi, le bio permet de réduire. En fait, les 3 labels, globalement, bio, et généralement, on a quelque chose d'encore plus restrictif sur différents aspects, que ce soit méthode nature ou Déméter pour la biodynamie, c'est même souvent encore plus restrictif que le bio, sur l'usage des additifs, des auxiliaires technologiques, des pesticides. Parce que quand on se met à la place de ceux qui nous écoutent et que je lis sulfite, bisphénol, phtalate, pesticides, EE220, saccharose, E228, E270, moi, ça ne me dit rien du tout et surtout, ça me fait très peur et je suis absolument incapable de savoir ce qui est effectivement grave, ce qui est effectivement mauvais pour la santé. Comment est-ce qu'on s'y retrouve finalement ? Oui, ça n'est pas simple pour le consommateur. C'est pour ça que la solution la plus simple, c'est quand même de réglementer tout ça, d'être un peu plus restrictif sur les additifs, par exemple. Les additifs, effectivement, on trouve des listes qui sont assez longues. C'est assez surprenant. C'est quoi les risques pour la santé des additifs ? Cet usage d'additifs, je pense quand même qu'il est lié au fait que jusqu'à présent, il n'y avait pas d'obligation d'étiquetage. Donc là où l'industrie agroalimentaire, avec l'étiquetage et la pression des consommateurs, a dû réduire, bien sûr. Voilà, jusqu'à présent, ça ne m'étonnerait pas qu'au fur et à mesure, avec des articles comme les nôtres et un regard des consommateurs, l'usage diminue un peu. On peut l'espérer. Ensuite, évidemment, tous les additifs ne sont pas dangereux pour la santé. Globalement, on préfère quand même limiter l'exposition et avoir tout un tas d'additifs dans tous ces aliments et boissons au quotidien. C'est plutôt à éviter. Il y en a qui sont plus inquiétants que d'autres. On a repéré le E466, carboxyméthylcellulose, qui évite les dépôts de tartre dans les bouteilles. Heureusement, très peu de références en contenaient, mais il y en avait quand même. Ça, on aimerait ne le voir nulle part. Hein. Et puis, il y a les sulfites. Et là, pour le coup, les sulfites, on les trouve partout parce que c'est très utile. Et partout, sauf parce qu'on n'a pas... C'est-à-dire, y compris dans les vins bio. Et on risque quoi avec une exposition aux sulfites ? Eh bien, alors, les sulfites, en dehors des personnes intolérantes qui vont pouvoir avoir des maux de tête, des choses comme ça, il y a quand même des interrogations, vraiment, même au niveau de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui reconnaît ne pas pouvoir s'engager sur une absence de risque du fait d'une consommation à long terme et un peu élevée quand même dans la population de sulfite. Pour des maladies comme le cancer ? Alors, ça n'est pas le cancer, c'est un côté neurotoxique. Donc, voilà, délétère pour le système nerveux. Il n'y a pas de lien clair encore qui a été défini avec certaines maladies. On comprend que c'est pas mais génial. Mais il semble que cette exposition régulière au sulfite dans la population puisse avoir des effets délétères. Alors, donc, on préférerait réduire. Et comment on choisit bien ? Alors, les sulfites, encore une fois, le bio fixe des limites plus strictes. On en trouve 30% de moins donc à des quantités en moyenne. Plus acceptables. Voilà, c'est déjà mieux. Il faut savoir qu'on en trouve aussi moins dans le vin rouge que dans le vin blanc. Ah, j'allais vous demander s'il y avait une différence. Pourquoi ? Ça vient de la nature du vin ? Oui, c'est qu'en fait, naturellement, le vin rouge contient des tanins, des molécules, des substances qui vont servir naturellement de conservateurs. Et donc, on va moins avoir besoin d'utiliser du sulfite. Donc, on en trouve un peu moins. Et à nouveau, on a les 20 méthodes nature dans lesquelles on ne trouve quasiment jamais de sulfite. Donc les labels, encore une fois, peuvent aider. Être un bon indicateur. Et les vins importés, est-ce qu'ils cochent les cases finalement de nos attentes ou pas du tout ? Est-ce qu'on risque encore de passer au travers de la réglementation ?
On n'a pas testé les vins importés parce que c'est très compliqué. C'est-à-dire que chaque pays va avoir sa propre réglementation sur les additifs. Et j'imagine que certains sont plus laxistes que nous. Alors, pas toujours. C'est difficile quand même de prédire parce que peut-être certains sont plus laxistes, certainement, mais est-ce que l'usage de fait, est-ce qu'il y a un besoin? C'est-à-dire que par exemple sur les pesticides, on voyait qu'il y avait plus de résidus dans les vins de Bordeaux. La réglementation est la même qu'en Bourgogne. Tout à fait. C'est aussi des questions de climat, par exemple. C'est-à-dire que dans le Bordelais, du fait d'un climat plus humide, on va avoir plus besoin d'utiliser des fongicides, etc. Donc peut-être que d'autres pays vont avoir moins besoin finalement d'utiliser des pesticides. C'est vraiment on ne sait jamais. Il faut avoir le courage et finalement la détermination aussi d'aller vérifier par soi-même pour savoir exactement ce qu'on consomme, pas facile à dire, et de continuer à vous informer grâce à UFC Que Choisir et aux études très complètes que vous proposez. Merci beaucoup Elsa Abdoun d'être venue nous parler du vin et de ses risques dans notre alimentation et pour notre santé. Un grand merci et moi je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Je vous souhaite une très bonne soirée.